J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Et salut à tous ceux qui sont sur YouTube en train de nous regarder en rediffusion. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, tous les liens sont en description de ma chaîne perso à moi, Alex, et aussi des réseaux de Crypto Future. Et du coup, on est parti pour cette vidéo. Bon live, bonne vidéo. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Est-ce que vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé ce week-end? Le The Event, bien évidemment, on parle du The Event. Si vous ne connaissez pas le The Event, c'est plus de 60 streamers qui se sont réunis pour récolter plus de 10 millions d'euros. Ils devaient récolter des dons pour l'environnement au profit de 4 associations, je crois. Et cette édition qui était annoncée comme un flop par beaucoup, étant donné qu'on n'avait pas des youtubeurs tels que des streamers, des youtubeurs tels que Gotaga, Kameto, qui sont vraiment des poids lourds du streaming français. Squeezie non plus, et qui d'autre? Il n'y avait pas Inox et Michou comme il y avait eu l'année dernière. Ils ont battu le record. On a été au-dessus des 10 65 000. J'ai dit on parce que j'ai participé aussi. Enfin, j'ai donné à mon échelle aussi un petit peu. Bien évidemment, on va commencer par la semaine du Bitcoin. Pour vous faire un petit résumé, on a eu une belle montée à court terme sur les derniers jours, grâce à un regain d'énergie sur la bourse et sur les marchés financiers dans l'ensemble. Mais attention au bull trap. Voilà de ce que je pouvais dire. Enfin, en milieu de semaine, on a eu à peu près, on a eu pas un crash, mais on a eu une descente et un bottom qui s'est fait. Alors je vais vous montrer. Vous voyez cette mèche qu'on a fait au 18 500, et ben c'était un prix qu'on n'était pas revenu voir depuis le 19 juin 2022. Donc voilà, c'est quand même assez fou. Et pareil, la hauteur de cette bougie, 10,85, je crois que c'est sûrement le plus gros gain qu'on ait fait depuis le 19 juin aussi. Mais tout ça pour vous dire que depuis le 20 juin, en fait, on est descendu depuis mi-août, on a fait que descendre. Et là, on a fait un beau rebond, là, début septembre, donc en milieu de semaine dernière. Et nous sommes de retour à 22 000, ce qui est quand même assez fou quand on a connu pendant plusieurs semaines des sommes en dessous de ce niveau. Passons sur le RSI maintenant. On était descendu vers les 29, ce qui était assez bas. Et vu qu'on avait un double bottom, c'était plus probable qu'on puisse revenir à la hausse. C'est ce qui s'est passé. On pourrait peut-être encore monter un petit peu, mais on arrive quand même sur des niveaux qui sont assez hauts. On peut encore peut-être monter un petit peu, mais une fois qu'on arrivera vers les 61 à peu près, on va commencer à être chaud. Donc voilà, faites attention. À court terme, c'est peut-être un très mauvais point d'achat, donc faites toujours attention à vous. Quand je dis court terme, c'est quand je compte en heures ou en jours, même peut-être en semaine. Mais voilà, faites très attention. C'est pas parce qu'on a eu une montée, un gros pump un jour de la semaine dernière que ça va toujours continuer. Ensuite, le cross à la hausse. Donc ça fait 4 semaines, ça fait 4 jours à peu près qu'on a cross à la hausse. Donc potentiellement bien. Attention au niveau du MACD. Le MACD, pour l'instant, on est toujours en vert. Mais à partir du moment où on commencera à revenir dans des bougies plutôt blanches, c'est là qu'il va falloir se méfier. On est arrivé à ce niveau-là, bougie verte. Là, on a fait une bougie blanche. C'était déjà reparti à la baisse. Et encore une fois, bien évidemment, c'est pas le MACD qui dirige le cours, mais c'est le cours qui dirige le MACD. Voilà, c'est des indicateurs. Faire des analyses daily, ça peut être pas mal quand vous prenez des amplitudes qui sont de l'ordre de à peu près 2 mois et demi, comme je le fais là. Parlons du weekly maintenant. Toujours intéressant, notamment lorsqu'on voit qu'on fait un espèce de double bottom. J'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière en disant, voilà, c'est possible qu'on fasse un double bottom, etc. Finalement, j'ai l'impression qu'on l'a fait de deux manières, notamment déjà grâce aux clôtures. Donc les clôtures, c'est le bas ou le haut des bougies. Donc juste ici, par exemple, ça, c'est une clôture, ça, c'est une clôture. Le bas des bougies, les clôtures des bougies nous ont montré que on pouvait repartir à la hausse. Quand vous passez notamment par exemple sur les graphiques en ligne, vous voyez que toujours ce qui est pris, c'est la valeur à la fin de la journée, la valeur à la clôture. Et en plus, cette trend haussière, on l'a fait aussi sur les mèches, ce qui est tout aussi important, parce que les mèches, en fait, c'est ce qui permet de détecter dans les moments de grosse volatilité, là où le cours est prêt à s'arrêter. Réellement. Et là, le cours a été prêt à s'arrêter à 18 500 $. On a des plus bas de plus en plus haut. C'est quand même sur une grosse time frame du weekly. Donc là, ça fait le dernier bottom qu'on avait fait, c'était quoi? C'était le 13 juin. Là, ce bottom-là, on le fait le 5 septembre. C'est plutôt pas mal. Le RSI en weekly, il est plutôt bon encore. Il n'est pas aussi bon que ce qu'on a fait en juin. Hein, en juin, on était parti au 25 de RSI. Là, on est au 38 quand même. Donc, on est pas mal remonté. Ça reste toujours un bon point, je trouve. Quand on revenait sur les 38, regardez par exemple, là c'est au niveau du crash Covid, on était à 33, là on est à 38, donc toujours assez bas. Le RSI a remonté ces dernières semaines. À voir comment ça se traduit dans les prochains jours. Voir si je peux dire une phrase pertinente par rapport à ça. On n'a pas une divergence en weekly qui se forme. En effet, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est-à-dire qu'en gros là, on voit que le cours baisse, et derrière on voit ici que le RSI est quand même en train de monter. Si par exemple cette semaine on arrive à faire une semaine qui est plutôt bonne, qu'on arrive à la clôturer assez bien, parce que je vous rappelle que le RSI il bouge en fonction de la clôture, hein, c'est comme la ligne. Mais si par exemple on a un RSI qui nous arrive là par exemple, et qu'on a un cours qui nous arrive un petit peu en dessous du top qu'on a fait là, je considérerais qu'on est dans une divergence. On verra ça la semaine prochaine, lundi prochain d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche aussi pour recevoir toutes les notifications des rediffusions. On a du très beau monde sur la chaîne Twitch. On a des vagues d'Elliott, on a de la DeFi, on a du blabla, on a de la matinale. Donc voilà, n'hésitez pas. Potentiellement une petite divergence qui se forme. Pour un bear market, c'est toujours assez bas, comme on l'a vu ici. Hein. Le vrai bottom du bear market, c'était à ce niveau-là. Et on était à peu près entre les 42 et les 29 de RSI, puis après on a commencé à péter. Donc là, 38, c'est toujours assez bon. Et les divergences, généralement, ça ne trompe pas. Je vais vous montrer juste un très bel exemple, un exemple qui m'a eu.
d'ailleurs. Alors, vous voyez, au-dessus, il y a le cours, en bas, il y a le RSI. Là, c'est hyper flagrant. Personne n'a vu. Là, vous voyez qu'on fait toujours des plus hauts de plus en plus haut. Tranquillement, quand même le 5 avril, premier top, et ensuite 25 octobre, deuxième top. Donc ça, c'était en 2021. Et vous voyez qu'au niveau du RSI, c'est catastrophique. Ce qui fait qu'on a eu des trucs de plus en plus bas sur le RSI et des trucs de plus en plus hauts sur le cours. En revanche, il y en a qui ne sont pas trompés, et c'est Grayscale. Alors ça, c'est GBTC. Grayscale, c'est un fonds d'investissement américain. Et Grayscale, ils ont été très forts parce que leur Bitcoin a été descendant. En novembre, ils n'ont pas fait de top plus haut qu'en mai. Et Grayscale, fonds d'investissement, etc., je me dis qu'en fait, c'est eux qui avaient raison. Et du coup, le MACD en weekly, et bah le MACD en weekly, il a cross tranquillement il y a 6 semaines, et puis il continue à monter. Voilà, tout bonnement. Alors là, vous voyez que c'est assez marrant parce qu'il a cross, et ensuite derrière, on est descendu. Alors généralement, un cross, ça veut annoncer une tendance haussière. Et maintenant, le monthly, bon, le monthly, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis stable, toujours assez bas pour long terme. C'est vrai, c'est plutôt stable. On range, hein. On a un petit range, j'ai l'impression. Mais oui, pour le long terme, c'est toujours un bon point d'achat. Pas vous mentir que les 21 000, c'est plutôt cool. On peut dire que c'est pas le meilleur point d'achat à court terme ou durant les derniers jours, mais à long terme, c'est toujours assez bon. Néanmoins, il faut faire attention au bull trap. Après, on va partir sur le sujet qui est Ethereum 2.0. The Merge qui va arriver cette semaine, mercredi. Ça va faire bouger tout l'écosystème crypto, ça va être vraiment un tremblement de terre. J'ai hâte de voir ça, de voir juste les marchés à ce moment-là. Est-ce que ça va pump, est-ce que ça va dump, est-ce qu'il va rien se passer? On va voir. Je vais pas vous mentir que moi je suis dans cette team où je me dis, il y a beaucoup de monde qui regarde les marchés, beaucoup de monde qui attend ETH 2.0, The Merge, pardon. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on est à fond dedans, et du coup, beaucoup attendent cette mise à jour. Beaucoup peut-être en ont peur aussi. Et si au moment où ils ont peur, ils voient qu'en fait ça s'est hyper bien passé, etc., ETH peut prendre de la valeur. A l'inverse, peut-être que beaucoup de monde aussi attend cette mise à jour et se dit que ça va être vraiment, c'est là la clé, et qu'au moment où il y a la mise à jour, tout se passe mal, c'est vrai que ça peut dump. Ah, c'est très possible. Vous êtes ultra mitigé, voilà, vous me cassez bien les couilles parce que je vous fais des sondages pour savoir un petit peu votre avis. Vous n'êtes même pas capable de vous mettre d'accord, donc c'est mitigé. Et c'est un petit peu, comme je l'avais dit avant les vacances, avant que je parte en vacances là en juin, c'est un petit peu le sentiment qu'on a tous, hein. C'est hyper mitigé, on ne sait pas ce qui va se passer, etc., c'est compliqué. Compliqué de savoir. The Merge, est-ce que vous avez compris ce que c'était The Merge? Est-ce que vous avez compris quels étaient les enjeux de cette mise à jour, etc. Et vous aurez du coup, dans combien de temps il y aura la fusion des deux chaînes? Dans combien de temps The Merge arrive? Alors c'est où? Voilà, c'est ça. Pour l'instant, si rien ne recule, si toutes les dates sont annoncées comme il le faut, dans 2 jours, 15h, 14 minutes et 55 secondes, du coup c'est jeudi à 1h du matin ou mercredi à 1h du matin, je sais plus. Bah, en fait, passer en Proof of Stake, dans le sens où le réseau sera pas plus sécurisé, parce que le Proof of Work reste quand même plus sécurisé que le Proof of Stake. Néanmoins, c'est beaucoup moins énergivore. C'est-à-dire que là, au lieu de faire tourner des cartes graphiques, en fait, t'as juste à placer des ETH, ça sécurise les blocs. Et c'est ça vraiment la grosse différence qu'il y a. Les infos que je vais vous donner là, c'est des infos qui sont dans la prochaine vidéo de Junior Roman, qui va sortir demain, que j'ai monté. Mais du coup, je trouvais ça hyper intéressant parce que moi, je fais que une fois des lives par semaine sur la chaîne de Crypto Future, où les gens sont vraiment full intéressés crypto. Donc voilà, je préfère créditer les infos que je vais dire dans cette vidéo. En tout cas, les deux images que je vais vous montrer dans cette vidéo, je les ai pas trouvées sur internet, c'était dans la vidéo de Junior Roman. Je vais pas demander l'autorisation, mais néanmoins, je le crédite quand même. Je suis sûr qu'il m'en voudra pas. Mais voilà, Junior Roman, il fait du gros taf. Si vous le connaissez pas, allez voir sa chaîne YouTube. Il fait des vidéos sur les cryptos, l'investissement, la bourse. Il donne des super conseils et je suis hyper content de travailler avec lui. Voilà. Je trouve que c'est un super mec. La date va reculer juste un peu de plus en plus, car c'est pas une date fixe, mais un bloc, bref, avec 57, avec plein de zéros derrière. Ok. Ouais, c'est ce qu'on voyait sur When Merge. On est d'accord que ça a augmenté de 10 minutes, là. Parce que là, la target, c'est plus 57, nanana, c'est 58, 75, 000. C'est pour ça, à mon avis, que c'est repoussé. En fait, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe, si c'est un algorithme qui fait ça ou quoi, mais voilà. Et vu qu'on le coupe petit à petit, et ben, forcément, il y a de moins en moins de mineurs. Et du coup, vu qu'il y a de moins en moins de mineurs, c'est de plus en plus long à atteindre l'objectif. J'avoue que c'est assez compliqué, mais ça m'intéresse ce genre de questions. Alors je comprends, le live peut devenir un peu chiant, très rapidement, mais je trouve que c'est des questions qui sont hyper intéressantes quand on investit dans les cryptos et tout, et que c'est hyper important de se renseigner là-dessus, les gars. Mineur américain, Red Panda, lui, vient de couper ses machines hier. Il avait 18 GH de puissance. Là, il l'a coupé et est passé sur Ergo. Juste lui, il a enlevé du réseau ETH 18 GH de puissance. Donc de plus en plus long pour valider un bloc. Et donc, bien évidemment, vu que c'est un YouTuber qu'il a fait ça, je pense qu'il y a d'autres mineurs qui vont le suivre et qui vont passer aussi sur Ergo. Mais ok, je vois. Donc en fait, il y a de moins en moins de mineurs. Il y a moins en moins de hash rate sur ETH. Et donc ce qui fait que c'est de plus en plus long. Ok, je comprends. Et bah très intéressant tout ça. Là, avec ça, vous allez mieux comprendre. Alors ça, c'est un graphique que Junior Roman il montre dans sa vidéo. En gros, voici The Merge, à quoi ça va ressembler. En vrai, nous, on est que là. On est même pas encore là. C'est-à-dire qu'en gros, là, on va arriver à The Merge. Ensuite, on a The Surge, The Verge. Ensuite, on a The Purge.
Ensuite, on a The Splurge. Mais de ce que j'ai compris, les grosses améliorations vont se faire vraiment sur The Merge et The Thurge. Je vais essayer de parler un peu en anglais. Et The Thurge. Je sais que c'est un peu gênant quand en français essaye de faire l'accent anglais. Mais au moins, j'essaye de m'appliquer. Donc voilà. Bref, au niveau de The Merge, qu'est-ce qu'il y a? On passe au Proof of Work. Donc là, plus de Proof of Work. Et ensuite, post-merge, donc après la fusion, les retraits, withdrawal, sont de nouveau possibles, je crois. Bref, on va pas rentrer dans les détails de chaque bloc, etc. Mais en gros, pour vous dire, ça va être plus parlant. En gros, ETH 2.0, c'est une suite de grosses mises à jour sur le réseau Ethereum. Et The Merge n'est que la première des grosses mises à jour qui va avoir lieu. Il y a déjà un an de ça, on a eu la mise à jour EIP 1559 qui a fait en sorte que à chaque fois qu'il y a un bloc qui soit créé, il y ait des ETH qui soient brûlés, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, en gros, maintenant, il y a plus d'ETH qui sont brûlés que d'ETH qui sont créés. Ce qui fait que c'est dégressif de plus en plus et que c'est un token déflationniste. Et donc là, avec The Merge, EIP 1559 prépare The Merge, et là, The Merge va nous faire passer en full proof of stake. Néanmoins, le phénomène de token déflationniste restera toujours. Qu'est-ce qui va se passer sur The Merge? Si j'ai bien compris, alors là, tous les experts de TH et tout, vous me dites. D'abord, sur The Merge, c'est le passage au proof of stake, comme on l'a dit. Donc c'est juste du passage au proof of stake. Mais attention, proof of stake, même si c'est mieux, entre guillemets, que proof of work, ça veut pas dire que ça va être fou non plus. En gros, il n'y a pas de changement à part la manière de sécuriser les blocs. C'est juste ça. Ensuite, on a The Surge. C'est du sharding. C'est tout simplement augmenter la scalabilité d'une blockchain. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir plusieurs sous-blockchains, entre guillemets, plusieurs séparations de la blockchain qui vont faire en sorte que les transactions, quand elles vont être faites, elles vont être... chaque action va être effectuée par une partie différente de la blockchain. Donnez-moi des exemples dans le chat, là. Un métier qui a besoin de plusieurs étapes pour être vraiment fini. Une tarte aux pommes, exactement. Alors, une tarte aux pommes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des pommes, il faut une tarte, etc. Imaginez un seul mec, si tu veux faire ta tarte aux pommes. T'as un mec, voilà, c'est ça. T'as un mec qui fait la pâte, un mec qui doit faire pousser les pommes, t'as un mec aussi qui récupère la cannelle, etc. Enfin bref, imaginez que ça soit le même mec qui fasse tout ça. Le proof of work, c'est un peu ça. Si t'as une personne qui doit faire pousser ses pommes, faire la pâte lui-même, récolter la cannelle, le sucre, etc. Bref, construire le four lui-même, forcément, il va mettre des années à faire sa tarte aux pommes, le gars, tu vois. Parce qu'après, il faut aussi mettre les pommes lui-même, etc. En revanche, si t'as un mec qui fait les pommes, un mec qui fait la pâte, un mec qui fait le four, et un mec qui fait la cannelle, etc., et ben, ça fait que toutes ces tâches, elles sont séparées entre plein de gens. Tout le monde peut travailler en même temps, et donc la tarte aux pommes, elle est faite en quelques jours, tu vois. Enfin, bref, vous avez compris. En tout cas, la tarte aux pommes, elle est faite plus rapidement. Et ben, pour expliquer la blockchain, je sais pas si c'est bien expliqué, mais en gros, c'est ça. Le sharding, c'est ça. Les étapes vont être beaucoup plus rapides. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'on aura plus de scalabilité, donc beaucoup plus de transactions par seconde, qu'on aura des frais qui vont drastiquement baisser. Mais ça, il va falloir attendre The Surge. Le Proof of Stake n'a rien à voir là-dedans, dans les frais de transaction. La blockchain devient multicouche, les transactions seront gérées dans plusieurs canaux. Exactement. Donc je suis très fort pour expliquer. Merci à tous. Merci à tous. Donc... allez, fini les conneries là. Et bien évidemment, après, les prochaines mises à jour, j'en ai pas parlé, seront des améliorations de la scalabilité de plus en plus, etc. pour que ETH devienne vraiment une blockchain ultra scalable. Ok, let's go. On va passer sur les news. Sorare, ils ont fait très fort. Alors Sorare, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de cartes dans le football. Et les cartes, bien évidemment, sont quoi? Sont les NFT. Forcément. Vous achetez des cartes de joueurs, de tous les joueurs qu'il y a en Europe, je crois, même dans le monde. Et en fonction de ces joueurs, si leur performance augmente, leur prix va augmenter et vous allez pouvoir revendre plus cher. Forme de NFT, donc vous pouvez pas falsifier ou alors créer des nouvelles cartes, etc. Il y a des cartes plus ou moins rares, et c'est vraiment toute une stratégie. J'ai un pote qui y joue, il va pas acheter des Mbappé, il va pas acheter des Neymar, des trucs comme ça, ou bref, des gros joueurs. Par contre, il va acheter des petits joueurs blessés ou des trucs comme ça, parce qu'il se dit, il est blessé, il y a forcément un moment où il va revenir sur le terrain, donc forcément je pourrais vendre la carte plus chère. Du coup, lui, ce qu'il préfère, c'est acheter des petits joueurs pas trop chers, blessés aux États-Unis ou des trucs comme ça, en Major League Soccer, parce que là-bas ils appellent ça du soccer. Du coup, il préfère faire ça, et puis les revendre après plus cher, plutôt que simplement acheter des gros joueurs. Donc voilà. Là, ce qu'ils ont fait, Sorare, très très fort, parce que du coup, ils s'intéressaient que au football. Ils attaquent le marché des States. Là, c'est parti, ils foncent 3 devant. C'est un nouveau jeu. Alors, je sais pas si c'est un nouveau jeu, ou si ça s'appelait aussi Sorare, peut-être Sorare Basket ou Sorare NBA, je sais pas. Nouveau jeu avec des joueurs NBA. C'est très smart parce que les USA, ils ont pas encore vraiment été touchés. En fait, les USA, au niveau du foot, le foot comme nous on le connaît, ils sont vraiment pas dingues. C'est-à-dire que eux, leur sport, c'est le baseball et le football américain et le basket, bien évidemment. Et donc là, s'attaquer à la NBA, c'est vraiment hyper smart, c'est vraiment hyper cool de ce qu'ils font en fait. Sorare, là où ils sont forts,
c'est qu'ils ont réussi à faire une très bonne utilisation des NFT très rapidement. Et en plus, ils arrivent à s'imposer sur un marché auprès des gens qui sont pas forcément dans la blockchain. Mon pote, il a découvert les NFT, ETH, etc. grâce à Sorare, parce qu'il était juste fan de foot. Mais du coup, il y a aussi du marketing très bien choisi. Très bien choisi. Par exemple, j'avais été au Vélodrome, là, c'est au stade Vélodrome, à Marseille, bien évidemment. Stade emblématique. Allez l'OM. Et en fait, pendant la présentation des joueurs, etc., ou pendant la mi-temps, et avant le début du match, il y avait des pubs sur les écrans géants, Sorare. Et j'ai remarqué qu'en fait, Sorare est un des partenaires officiels de l'Olympique de Marseille. Il sortira cet automne pour la saison 2022-2023 de la NBA. Ok, donc ils ont vraiment bien timé en plus. Cette nouvelle itération offrira aux fans de basketball une nouvelle opportunité d'interagir avec leurs équipes favorites et d'affronter d'autres joueurs. Les joueurs de la NBA seront donc numérisés sous la forme de NFT, tokens non fongibles, et leurs caractéristiques évolueront en fonction de leur performance réelle sur le terrain, exactement comme Sorare. Donc voilà, incroyable. En fonction des cartes que tu as et des gains que tu as fait, je crois, tu as un classement aussi. Et en fonction de ce classement, tu as aussi des petits gains en plus à la fin. Quand j'étais petit, j'achetais et collectionnais mes vignettes Panini des joueurs de foot. J'avais un cahier où on tenait à jour notre collection et on changeait, on revendait nos cartes de joueurs de foot. Ah ouais, ça c'était la bonne époque. Hein. Alors là, attendez, on peut ressortir des trucs, mais si on part là-dedans, dans la nostalgie un peu, cartes Pitch Euro 2012. C'est des cartes transparentes, avec les joueurs un petit peu en mode pas déformés, si déformés. Et ça, c'est vraiment la nostalgie à l'état pur. Et on avait des cartes comme ça, et ça c'était incroyable. Sur ce, merci YouTube d'avoir regardé cette rediffusion de live. Je t'invite à aller dans la description pour aller voir tous les liens de mes réseaux personnels et aussi des réseaux de Crypto Future, bien évidemment. Je t'invite à nous rejoindre en live tous les lundis à 9 h sur la chaîne de Crypto Future. Il y a aussi le lien en description. À la semaine prochaine. Salut YouTube.